1968, j'ai participé au concours du meilleur ouvrier de France en qualité de lapidaire. Et j'ai été classé deuxième, médaille d'argent, à un quart de point de la médaille d'or. J'ai été meilleur ouvrier de France en 1982. Ça représente environ 400 à 500 heures de travail, les soirs, bien entendu, et les week-ends. Et ceci pendant une année, quoi. J'ai participé au concours des meilleurs ouvriers de France en 1972 et j'ai obtenu le titre de lauréat du travail. Et j'ai recommencé, et là j'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Les gens confondent souvent diamantaire et lapidaire. Les diamantaires taillent uniquement le diamant et les lapidaires taillent toutes les autres pierres. Pour que vous compreniez bien le métier de lapidaire, je vais vous tailler une pierre assez grosse. La première des choses à faire, c'est d'avoir la couleur, une belle couleur dans sa pierre. Ici, vous voyez, c'est une améthyste. Vous voyez bien la zone de couleur, là, cette zone très foncée, la zone plus claire. Il faudra que je tourne la pierre de façon à obtenir une teinte uniforme. Là, j'ai une très bonne couleur mauve. Je vais vous tailler un rond parce que c'est une taille qui est facile à comprendre. La première passe, c'est l'ébauchage. On va placer sa couleur et on va chercher la forme d'après le brut comme il se présente. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette passe, on va l'encimenter sur un bâtonnet pour pouvoir plus aisément la travailler. Je centre la pierre là, comme il faut. Là, c'est important parce que quand je vais la calibrer, je vais retrouver chaque côté. Il faut que ma pierre soit bien équilibrée suivant mon bâton. Hein. La première facette que j'exécute, c'est la table. C'est la facette la plus importante que l'on voit sur le bijou terminé. Ici, je viens d'exécuter la table avec les 8 premières facettes qu'on appelle les grands plats. Pour faire ces grands plats, je me sers de l'étui mécanique qui a 8 pans, ici. Je me sers également de ce guide. Ici, j'ai des petits crans qui vont me donner l'inclinaison de l'angle de taille sur la meule. Et ici, j'applique mes pans contre la plaquette métallique qui me sert de guide. Alors, vous voyez, un plat sur la meule. Je tourne mon bâton d'un huitième, j'ai le deuxième plat, troisième pan, troisième plaque, jusqu'à les 8 pans qui me font mes 8 plats sur ma pierre. Alors ici maintenant, je vais couper les angles, c'est-à-dire je vais faire un tout petit triangle sur ces angles que vous voyez ici. Ces petites facettes vont s'appeler les dentelles. Après les 8 dentelles que je viens d'exécuter autour de la table, je vais actuellement tailler les 16 clôtures sur le pourtour de la pierre. Alors ici, sur mon étui mécanique, vous pouvez remarquer mes divisions. Je prends ici à cette division pour faire les grands plats. Quand je fais les dentelles, je vais ici, en plein à l'angle, vous voyez, ici. Et pour faire les clôtures, je reviens au grand plat et je fais 8 clôtures d'un côté de ce grand plat et 8 clôtures de l'autre côté.
Ouais, ça a l'air de rien, mais si on fait une petite pression de plus quand on taille la pierre, celle-ci est déréglée et l'ensemble n'est plus parfait. Il y a un coup de patte et un coup d'œil pour tailler les pierres. Quand on a fini de tailler les facettes, quand elles sont ternes, il faut reprendre toutes ces facettes sur la meule à polir. On appelle ça le polissage. Je me suis trompé, vous avez entendu à l'oreille, vous l'avez entendu? Quelquefois, dans la précipitation, on va se tromper de cran et c'est l'oreille qui va remédier à la chose. Ça, c'est le bon son. Oh, on est pas mal, hein. Vous voyez, cette pierre, on l'a terminée du dessus. Je l'ai retournée, on va l'exécuter du dessous. C'est-à-dire qu'on va faire la culasse. Et cette culasse, bien sûr, c'est la partie qui va être dans la monture de la bague. Et elle a une grosse importance parce qu'il faudra que la lumière vienne se réfléchir dans ces faces du dessous. Il faut que la pierre joue. Le diamant, il est arrivé dans le Jura vers 1875 et c'est une pierre tellement dure qu'on l'a taillée dans des ateliers, dans des usines grâce à la force hydraulique. Le lapidaire, lui, il est beaucoup plus ancien, il a paru vers 1700 grâce aux horlogers suisses. Le matériel est assez simple, ce qui fait qu'il a pu s'adapter dans les fermes du Haut-Jura. Il y avait des communes comme Lamoura, Semoncel, où les 2/3 des habitants faisaient du lapidaire. Voilà. Bon, ben c'est celle-là que je te donne. Mais tu me la redonnes maintenant? Oui. Je donnerai le bâton après. Tu fais la table? Il y a 27 ans aujourd'hui qu'on n'a pas été face à face sur cet établi. Tout le monde était lapidaire ici dans une petite ferme. Tout le monde faisait du lapidaire l'hiver. Parce que les fermes n'étaient pas assez grosses pour vivre que de la culture. Il fallait avoir un métier à côté, c'était le lapidaire. On travaillait pour des marchands de Saint-Claude. Ils pesaient le brut qu'ils nous donnaient. Et quand on portait le travail fini, ils le pesaient. Et on était payé au carat, alors il fallait faire le plus possible de carat. On arrivait à faire un rendement de 40%. C'était le maximum. Parce que plus on avait de carat, plus on était payé. Puis après, ben, je suis allé à l'usine chez Gros Piron parce que ça gagnait plus que de travailler à domicile. Voilà. Et maintenant, ben, ils ne nous veulent plus. On est à la pré-retraite. On n'a pas pu aller jusqu'au bout.
C'était un beau métier, lapidaire? Oui, parce qu'ils aimaient en général hein, leur métier. Hein, on se demande des fois, ils auraient travaillé pour rien, rien que pour faire du lapidaire. C'était vraiment... Pour eux, c'était quelque chose. Mon père, il a fait du lapidaire et il créait ses pierres. C'est un artiste. C'était un artiste. Celui qui créait ses formes, c'était sa passion du dimanche matin, de créer quelque chose. La semaine, il travaillait, mais alors le dimanche, c'était pour lui. Et quand même, il avait vécu bien petitement, pas été à l'école et il créait n'importe quoi, vous voyez. Ça se passait tout. Il n'y avait pas besoin de... Un don? Oui, c'était un don, oui. Les ouvriers lapidaires étaient presque tous des paysans et ils gagnaient ce que les marchands lapidaires voulaient bien leur donner. C'est pour cela que vers 1919, un nommé César Mandrillon, lui-même paysan lapidaire, a créé une coopérative ouvrière. Ceux qui en faisaient partie travaillaient toujours à domicile, mais ils étaient mieux couverts et ils en partageaient les bénéfices à la fin de l'année. César Mandrillon, c'était notre grand-père. Il avait construit une maison familiale avec ses enfants, où chacun était logé, où on partageait tout. Tout. Tout le monde se servait à la pile de bois, le vin, le lait, tout. Et il y avait un vaste atelier familial où chacun travaillait et où les revenus étaient répartis. En fait, à cette période, les coopératives et les mutuelles, c'était tout un mouvement dans le Haut-Jura. À Saint-Claude, par exemple, il y avait des coopératives de diamantaires, de pipiers, de tourneurs sur bois, de lunetiers. Il y avait même des magasins, des logements et des cafés coopératifs. Aujourd'hui, la coopérative des lapidaires a pratiquement disparu, d'une part parce qu'il n'y a plus d'ouvriers à domicile, et surtout, ce que César Mandrillon n'avait peut-être pas prévu, c'est que les pierres synthétiques se taillent tout à la machine maintenant. Pendant le 19e siècle, les hauts-jurassiens lapidaires ont toujours taillé la pierre fine, la pierre précieuse et le verre de couleur. C'est seulement à la fin du 19e siècle qu'il est apparu une grosse révolution, qui est le procédé Verneuil. Le procédé Verneuil, c'est une reconstitution exacte de ce qui se passe dans la nature, mais en accéléré. Cette boule de saphir est un mélange d'alumine, de silice, de chrome, chauffé à très haute température, et qui nous donne donc des boules de la même dureté, du même indice de réfraction que la pierre fine ou que la pierre précieuse. Le rapport de prix est bien entendu extravagant, c'est-à-dire qu'une pierre d'imitation type Verneuil peut coûter de 50 à 1000 fois moins cher qu'une pierre fine ou précieuse. Pendant une vingtaine d'années, nous avons été 4 à nous partager la demande mondiale de pierres d'imitation. Depuis les années 80, l'Asie s'est elle aussi mise sur le marché, bien qu'elle taille les pierres une à une, c'est-à-dire comme nous on pouvait le faire au début du siècle, grâce à leur coût horaire incroyablement bas, elles continuent à nous concurrencer. C'est bien entendu pour nous une motivation énorme pour nous moderniser et automatiser de plus en plus notre métier.
L'évolution du marché ne nous permet plus de tailler le brut dans le Jura et en Europe en général, en raison du prix 6 à 10 fois plus élevé qu'en Extrême-Orient. Et le seul créneau qui reste est de tailler des pierres précises, des pierres de couleur très homogène sur un bijou. Et on est dans une précision du centième ou 200e de millimètre, ce qui constitue une grosse difficulté. Il reste actuellement quelques dizaines de lapidaires en pierres précieuses dans le Jura. Et même à l'époque la plus faste, on peut les situer à quelques milliers, peut-être 3 ou 4 000. Et si l'on compare ces chiffres aux chiffres actuels d'Extrême-Orient, c'est incomparable étant donné qu'il y a 5 à 800 000 lapidaires peut-être en Thaïlande. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays producteurs ont été amenés à tailler eux-mêmes leur production. Et comme la qualité de taille était insuffisante, ça donnait un travail de retaille aux lapidaires du Jura. Malheureusement, les progrès qu'ont fait les lapidaires d'Extrême-Orient ne laissent pas grand-chose à l'heure actuelle aux derniers lapidaires qui restent à tailler la pierre précieuse.